Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Nick Payne est analyste politique. Salut Nick, bon jeudi à toi. Toi aussi, salut Alexandre. L'anglicisation de Montréal. Il y a plusieurs facteurs qui le démontrent et la dernière personne en liste, c'est Dave Grohl. Oui, le chanteur des Foo Fighters, très aimé, ancien batteur de Nirvana, donc carrière étincelante, on l'aime bien, tout ça. Et donc, il était à Montréal, je pense, ou à l'auditorium de Verdun, il y a 2 ou 3 jours maximum. Là. Et il est allé juste après, donc, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, quelqu'un annonçait qu'il était allé manger un hamburger dans l'endroit qui fait les meilleurs hamburgers de Montréal. Et je suis toujours à l'affût, moi, de tous les signes de l'anglicisation de Montréal. C'est presque une déformation professionnelle. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir où est-ce qu'il est allé manger Dave Grohl. Est-ce que c'est à l'est de la rue Saint-Laurent déjà ou à l'ouest? Et est-ce que l'établissement porte un nom français ou anglais? Alors, l'établissement en question, paraît que les burgers sont très bons. Ça s'appelle Doubles Late Night. Et je te lis ce que j'ai trouvé en faisant une recherche rapide sur cet établissement parce que ça vaut la peine et ça va te donner une idée d'où on se situe là, culturellement parlant. Okay. Doubles Late Night ouvre ses portes dans un demi-sous-sol sur l'avenue du Parc. Le nom est venu de par lui-même, confie Danny Smiles, copropriétaire. Double shot, double cocktails, dit-il, et c'était bilingue comme Montréal, ajoute-t-il. Après ça, on écrit « Après les fermetures du Prime Time et du Snack and Blues, le Mile End se retrouvait sans dive bar. Le Doubles Late Night vient raviver la flamme. » Et on termine en disant « Derrière l'établissement, on trouve l'influenceur Victor Petrenko, alias Coach Vic, qu'on connaît de chez Pasta Pooks, et le talentueux chef vedette Danny Smiles, lui-même un ex de chez Bremner et maintenant chef du Willow Inn, appuyé par le groupe A5 Hospitality. » Mais il n'y a pas une loi qui est censée encadrer l'affichage puis les noms de ces bannières-là. Welcome to Montreal. Oui, bienvenue à Montréal, certain. Puis sur le menu, si tu écris bonjour Montréal. Oui, bonjour Montréal. Sur le menu, Nick, si tu écris double boulette. Ben, je sais pas, mais je suis allé voir les photos. J'ai vu l'affiche de l'établissement. C'est très intéressant parce que ça s'appelle Doubles, mais non pas apostrophe S, mais une petite étoile puis un S. Alors, je ne sais pas si c'est une entourloupe qui permet de passer outre les pressions de l'OQLF, j'en sais rien. Peut-être. On verra pour la suite. Mais ce que j'amène par tout ça, c'est que quand une vedette là, internationale, en l'occurrence américaine, bien souvent, se présente à Montréal et qu'elle va manger après son spectacle, autrefois, par exemple, chez Schwartz sur Saint-Laurent ou ailleurs, ça se voit encore beaucoup, c'est pas le fruit du hasard. Ils s'installent autour de ces gens-là dès qu'ils sortent de l'avion à Montréal, une cour. T'as évidemment le producteur, l'agence de promotion, le programmateur, les gens du festival. Oui, c'est ça. Tout le monde se masse autour de cette personne et il y a un jeu d'influence là, qui se produit et généralement ceux qui tiennent le haut du pavé là-dedans sont ceux qui se sont hissés en haut de l'échelle culturelle montréalaise, si tu veux, pour le dire largement comme ça. Okay. Ou au minimum, en tout cas, quand on va réussir à traîner la vedette dans un établissement, un bar, un restaurant, ce sera parce que cet endroit-là est vachement bien branché et il est au sommet de sa capacité de persuasion. Et autrement dit, on plonge là au cœur de la vitalité culturelle de la ville. Et dans ce cas-ci, ce qu'on voit, c'est que essentiellement, tout ça se passe en franglais, anglais, plutôt en tirant vers l'anglais. Bref, ce qui est franco est pas très prestigieux. Il faut dire qu'on n'a jamais vraiment, à Montréal, été capable de faire triompher complètement l'univers francophone. Ça a toujours été comme ça, des réseaux d'influence qui, autour des artistes et des vedettes qui tendent vers le côté anglais de Montréal. Mais en ce moment, il y a vraiment une sorte de retour de ça, là. Et moi, je trouvais que cette visite de M. Grohl chez Doubles Late Night est très, très emblématique de ce qui est en train d'arriver. C'est drôle, hein? Des fois, ailleurs, ça me faisait penser pendant que tu nous racontais ça, je suis allé en Floride, à Miami, début juin avec Mme Dubé, puis on était à South Beach, puis à un moment donné, on se promène. Puis là, il y a un endroit, c'est un incontournable pour les sandwichs qu'on peut prendre pour emporter, puis on peut manger ça, là, tu sais, sur le bord de la mer ou quoi que ce soit. Puis ça s'appelle la sandwicherie.
Oui, à oui, South oui, Beach. ben oui, ça Ça fait existe chic. depuis les années 80. Ça existe depuis les années 80. Ouais. Ils vendaient même de la marchandise, là, des casquettes, des T-shirts. Alors, c'est Oui. ça. C'est un peu particulier. Et c'est à South Non, Beach, mais on là. pourrait, ben oui, non, mais on pourrait tout à fait ici miser sur le prestige Mm. et le côté chic du français, mais on le fait moyennement, comme tu vois. Alors, oui, oui, non, non, ça témoigne de quelque chose. Bel endroit, hein? C'est parce que là, tu me fais penser à South Beach. Ça te Ça vaut rappelle la des peine d'être souvenirs. vu. Bah oui, ça Oui, vaut c'est la peine ça. d'être vu, certain. Au moins, Mais c'est vrai, non, c'est vrai que c'est particulier. Des fois, c'est l'accumulation de petits signaux comme ça, de petites choses qui créent une prise de conscience aussi, Nick. il y en a, il y en a Mm. plein. Je pourrais te sortir une Mm. nouvelle comme ça par jour qui nous Ben oui. indique qu'à Montréal, c'est sur le déclin, le français actuellement. Et c'est vraiment beaucoup, ça se manifeste dans une sorte de lutte de prestige, de lutte de pouvoir entre les deux univers culturels. Puis on voit qu'actuellement, l'univers anglophone triomphe largement. Puis c'est pas très étonnant là, à l'ère de la révolution numérique. C'est curieux parce que le géant américain qui est un empire économiquement un peu en déclin, paradoxalement, du côté de la culture, il y a comme une espèce de chant du cygne là, qui fait qu'il est plus fort que jamais à travers la révolution. On dirait qu'il a muté à travers la révolution numérique, Ouais. puis il maintient son omniprésence dans le monde comme ça, puis peut-être même que ça va être son salut économique aussi. Et dans le cas du Québec, qui est dans la situation qu'on connaît à l'intérieur du Canada, ben, cette puissance-là, anglicisante à travers les réseaux sociaux et Internet, elle est très inquiétante, puis elle a des effets évidents. Là. Ouais. Nick, un mot sur les dépenses préélectorales de la CAQ. On apprenait dans le journal ce matin qu'elles s'élevaient en termes de publicité là, à plusieurs millions de dollars avant même que les élections soient lancées et d'autres millions une fois que la campagne a été commencée. Oui, alors sur l'année précédant la campagne électorale, la CAQ dépense à peu près autant d'argent que dans la campagne. Au fond, 6 millions pendant l'année qui précède. Donc, en dehors en étant extrait De ce qui est voyons, pas sous comptabilisé, la loi là, électorale, de finalement. ce qui est réglementé. Voilà, c'est ça. Voilà, sans Ouais. être chapeauté par la loi électorale. Puis ensuite, en campagne, c'est grosso modo 7 millions de dollars. Les autres partis n'étaient pas si loin, je pense à Québec solidaire à plus de 5 millions de dollars. Parti québécois, par contre, beaucoup plus bas. Ce qui, d'ailleurs, nous montre que la publicité, c'est pas tout. Hein, parce que si quelqu'un a fait des gains puis progressé dans cette campagne, c'est bien le Parti québécois. Oui. Mais justement, ça paraît toujours bien, là, puis c'est pas la première fois qu'on a une nouvelle comme celle-là. Hein. Ça a concerné d'autres partis autrefois, les libéraux notamment, qui étaient au pouvoir longtemps, pendant plusieurs années, Oui. à part le bref interlude péquiste là, avant la CAQ. Il faudrait... Moi, là, vois-tu, les péquistes ont proposé qu'on fasse une loi, qu'on encadre ces dépenses-là pendant 1 an avant la campagne électorale pour éviter ce genre de disparité. D'après eux, la CAQ est favorisée, elle a un avantage indu du fait Pourquoi? Parce que quand les partis remportent une élection, en fait, à chaque élection, chaque parti voit déterminer son financement pour tout le mandat à venir par son nombre de votes. Ouais. Alors, évidemment, la CAQ a eu beaucoup plus de votes que les autres, elle a beaucoup plus d'argent et donc elle est avantagée. Mais justement, j'ai envie de dire, de quoi on se plaint, là? Est-ce qu'on se plaint du fait que la CAQ a gagné? Est-ce qu'on se plaint du fait qu'elle est politiquement beaucoup plus puissante que les autres partis à l'heure actuelle? C'est pas des questions d'argent, ça seulement. Il est normal, donc, que la CAQ, elle a gagné, elle a eu plus de votes, elle a plus d'argent pour faire plus de publicité. Est-ce que c'est à ce point-là un avantage déloyal, injuste? Moi, je n'en suis pas si certain que ça. Il faudrait faire attention pour pas faire une loi sur mesure pour les années CAQ. Hein? Là, tout à coup, on devient très, très sévère avec ça parce que la CAQ est trop puissante. C'est pas toujours le cas. Les gouvernements sont parfois minoritaires aussi. Ouais. Il y a ça qu'il faut dire. Puis d'autre part, est-ce que ça marche tant que ça, la publicité, pour les partis politiques? S'il y a une marque, s'il y a une chose qui est difficile à vendre par la publicité, c'est bien les partis politiques.
ça peut rebuter autant les gens que les gagnants à la cause. On a beaucoup parlé de cette publicité de la CAQ préélectorale, justement, avec cette madame qui disait « Je l'aime, mon François Legault, il est fin, puis il est bon, puis tout ce qu'il fait, c'est parfait. » Je pense pas qu'elle a eu des millions, elle. Non, ça c'est vrai, par exemple, mais sa fille était très fâchée de ça, moins que madame elle-même, hein, d'ailleurs, mais c'est-à-dire plus. Mais est-ce que ça a vraiment convaincu plein de gens, là, ça? Là, tu sais, toi, Alexandre, tu as vu ça, puis tu t'es dit, mon Dieu, mais si Mme Brochu aime François Legault, je vais voter pour lui, moi aussi. J'en suis pas... Mon analyse est un petit peu plus fine que ça. Oui, J'essaie d'aller un petit peu plus en profondeur, mais des formations professionnelles, là. Oui, c'était pas une pique, mais pas de passe, pas juste toi, ni moi. Est-ce que vraiment ça convainc les gens? Tant que ça, moi, j'en suis pas si sûr. D'autre part, s'il y a un gouvernement qui avait des raisons d'avoir peur pendant l'année préélectorale, c'est la CAQ, parce que c'était pas une situation habituelle. Le confinement, la pandémie, c'est tout à fait extraordinaire au premier sens du terme, cette situation-là. Voici un gouvernement qui a eu à suspendre des libertés, confiner les gens, vacciner, tout ça. Il y avait de quoi créer beaucoup d'insatisfaction. Il y a d'ailleurs des gouvernements qui s'en sont beaucoup moins bien tirés à travers l'Occident. Alors, il y en a eu au sein d'un électorat qu'on peut évaluer à... Bon, certains se sont réfugiés auprès du Parti conservateur d'Éric Duhaime. Il y en a une grande partie, pas tous non plus. Mais politiquement, il n'a pas tant payé le prix que ça. Au contraire, quand on regarde l'espèce de raz-de-marée qu'on a vu. Non, il y a eu une sorte de polarisation. Justin Trudeau a joué davantage là-dessus, d'ailleurs, puis manifestement, ça ne lui a pas été très, très bénéfique. Il est toujours minoritaire à Ottawa. Hein. Trudeau jouait beaucoup sur le clivage anti-vaccin, vaccin, tout ça. Alors que, comme tu dis, au fond, c'est une petite proportion de la population. On peut imaginer qu'elle se retrouve grosso modo dans les chiffres de Maxime Bernier ou d'Éric Duhaime, n'importe où entre 5, 6, 7 et 10, 15 peut-être, quelque chose comme ça. Peut-être même un peu plus, là, je sais pas. Mais donc, tout de même, on peut comprendre là, que la CAQ ait senti le besoin de redorer son blason un peu en période préélectorale. Et du reste, je le répète, est-ce que ces pubs-là ont tant d'influence que ça? Et surtout, est-ce que ce qu'on veut, peut-être que ce qu'on veut, au fond, c'est diminuer le financement des partis politiques en fonction des votes, là, si c'est vraiment ça qu'on veut, qu'on le dise. Sinon, moi, à mon point de vue, je vois pas un immense scandale. Et il y a aussi le prix politique à payer. Ces chiffres-là, à un moment donné, sortent. Et là, l'électeur, il voit ça, lui, puis ben oui, regarde donc, mon gouvernement a dépensé 6 millions de dollars en publicité préélectorale sans être soumis à la loi électorale. Peut-être que je trouve que c'est trop et que la prochaine fois, je vais lui faire sentir mon désaccord. Là, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Moi, je suis pas convaincu. Un peu comme le disait d'ailleurs le directeur général des élections, M. Reid, juste avant de se retirer, je crois, il a dit, il faudrait penser à encadrer ça, mais en même temps, c'est un sujet épineux et délicat parce qu'il y a des questions de liberté d'expression qui interviennent dans ce dossier-là, jusqu'à quel point on veut empêcher. Alors là, c'est moi qui parle. Un parti politique qui a son financement, qui a gagné son élection, puis haut la main de se servir de ce financement-là pour se mousser, au fond. Ça fait partie du jeu. Puis à mon point de vue, le fond de la question n'est pas financier. On est au Québec, là, on n'est pas aux États-Unis d'Amérique. On demeure ici dans des sommes absolument raisonnables. Là. C'est vraiment pas des gros montants d'argent, 5, 6 millions, 7 millions de dollars. Ben, ce sera ça le mot de la fin, je pense, Nick, parce qu'on vient de perdre la communication. C'était Nick Payne, analyste politique. Très bien, merci, Nick.